Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être venus ce soir. J'apprécie Dr Pepin qui a pris la place de Dr Bollé. On vous remercie beaucoup. Je suis coordonnatrice pour le chapitre de Montréal pour la Fondation canadienne de maladies polykystoses rénales. C'est moi qui s'occupe de tous les événements qui se déroulent ici à Montréal et parfois jusqu'à Québec. C'est un plaisir de vous avoir ici ce soir. On a de l'information pour vous et merci de votre patience. On attendait d'autres personnes et je vous laisse la parole, Dr Pepin. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Dr Pépin, je suis une néphrologue. Je travaille au CHUM, principalement comme Dr Bollé aussi. Et depuis 5 ans environ, je travaille à la clinique de maladies rénales polykystiques ici à l'IRCM. Donc, Dr Bollé était le fondateur et puis moi, je me suis jointe à lui avec beaucoup de plaisir aussi. On a une belle équipe ici à l'IRCM pour travailler en maladies rénales polykystiques, une nutritionniste, conseillère en génétique, une équipe de recherche avec Marie Trudel, des super infirmières. Donc, voilà toute l'équipe qui est là avec nous. Dr Bollé m'a envoyé sa présentation. Je vais vous présenter un peu ce qu'il avait préparé pour vous. En deuxième partie, ensuite, on avait séparé la soirée en 2 ateliers. Donc, je pourrais vous en parler tout à l'heure, mais un atelier génétique et famille, un peu sur la transmission, le dépistage, puis un atelier nutritionnel avec Chantal Blais. Alors, voilà, vous pourrez choisir entre les 2 ateliers en deuxième partie. Alors, commençons. Je vais prendre les questions plutôt à la fin pour la première partie, mais par contre, la partie des ateliers, ça va être vraiment interactif. Là, vous pourrez interrompre pour les questions au fur et à mesure. En maladie rénale polycystique, souvent, il y a toutes sortes d'informations. Il y a des gens qui arrivent très, très, très informés. Il y a des gens qui n'ont eu aucune information, même s'il y a une histoire familiale assez importante. Donc, on essaie de faire une présentation assez générale, mais par contre, s'il y a des questions plus spécifiques à la fin, n'hésitez surtout pas là, à nous les poser. Ça fera plaisir d'y répondre. Donc, comme conflit d'intérêt, ben en fait, moi, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, un petit rappel sur la fonction des reins pour mettre tout le monde au même niveau. Donc, les reins, c'est des organes qui filtrent, un des organes filtrants avec le foie dans le corps humain. Ils filtrent environ 200 litres de sang par jour. Donc, ils sont bien occupés, nos reins. Donc, on peut comprendre que quand ils commencent à moins fonctionner, il y a quand même pas mal de fonctions qui peuvent diminuer. Entre autres, donc, la fonction d'élimination des déchets et des toxines. Mais aussi, dans nos reins, il y a plein de petits tuyaux qui sont responsables de maintenir l'équilibre entre le potassium, le sodium, le phosphore. Les reins ajustent selon ce dont on a besoin. Donc, on a vraiment besoin d'eux. Il y a d'autres rôles importants pour les reins. C'est la fabrication d'hormones, donc l'EPO, qui fabrique un peu le travailleur de la construction là, pour fabriquer nos globules rouges. Et aussi l'activation de la vitamine D pour maintenir la santé osseuse puis maintenir nos taux de calcium dans le sang. Donc, ça, c'est vraiment des fonctions importantes. En maladie rénale polycystique, les fonctions de synthèse vont être quand même préservées pas mal longtemps, donc par rapport à d'autres patients qui ont d'autres maladies rénales. Donc, souvent, même des fois en dialyse, il y a des patients qui n'ont pas encore besoin de remplacement de ces substances-là. Donc, ça va arriver assez tardivement. Donc, qu'est-ce que c'est la maladie rénale polykystique? Donc, c'est une maladie héréditaire génétique. Donc, c'est une mutation de gènes. Donc, ça touche quand même pas mal de gens. C'est 1 sur 1000. Ça dépend un peu des pays, mais donc environ 1 sur 1000. Ça touche autant les hommes que les femmes. Et donc, c'est une maladie qui va surtout affecter au niveau fonctionnement la fonction des reins. Donc, même s'il y a d'autres organes atteints, on va en reparler pendant la présentation, c'est surtout la fonction rénale qui va être la plus affectée, avec peu à peu le développement de kystes. Puis on peut voir sur l'image que les reins polykystiques peuvent devenir vraiment pas mal gros. Ce n'est pas chez tout le monde, parce que tout le monde va avoir une évolution très différente. Mais il y a certaines personnes qui peuvent avoir des reins très, très gros là, qui vont prendre beaucoup d'espace au niveau du ventre. Donc, comment on peut diagnostiquer? Bien, les gens arrivent avec toutes sortes de façons d'avoir appris qu'ils ont la maladie. Des fois, c'est des trouvailles par hasard. Par exemple, il n'y a pas d'histoire familiale, mais les gens, ils étaient en grossesse, ils ont eu une échographie, puis ils ont découvert qu'ils avaient la maladie rénale polycystique. Ça peut être parce qu'on le sait, on veut faire un dépistage, on a une famille où l'histoire est très présente, puis on veut faire un dépistage.
Ça peut être parce qu'on a eu des symptômes. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Il y a des gens qui vont avoir des symptômes plus jeunes, dans la trentaine, même dans la vingtaine. Il y a des gens qui vont avoir des symptômes vraiment très tardifs. Il y a des gens qui ne sentiront rien jusqu'à temps que leur rein arrête de fonctionner. Donc, c'est une maladie qui a vraiment plusieurs visages. Mais ça peut se présenter donc avec du sang dans l'urine, avec des douleurs au niveau des flancs, avec aussi des pierres aux reins ou des infections urinaires. Puis lors d'une infection urinaire, on peut faire une imagerie, puis là, on trouve qu'il y a des reins polykystiques. Donc, il y a plusieurs façons dont les gens peuvent devenir au courant qu'ils ont la maladie. Ça peut être aussi parfois dans le cadre d'un bilan qu'on fait pour hypertension artérielle chez quelqu'un de plus jeune. Oups, on découvre que l'hypertension est associée avec des kystes au niveau des reins. Pour des gros reins ou pour des kystes qui ont été trouvés fortuitement, ça va nous arriver aussi. Mais il y a plusieurs maladies autres que la maladie rénale polycystique qui va donner des kystes aux reins. Donc là, à ce moment-là, c'est notre travail de voir quelle maladie a causé l'apparition des kystes dans ce cas-là. Pour des créatinines élevées, donc la créatinine qui est le marqueur de filtration, le principal qu'on utilise pour voir la fonction des reins, c'est plutôt rare que les gens vont nous arriver avec une créatinine élevée pour savoir qu'ils ont une maladie rénale polycystique parce que ça arrive quand même tardivement dans l'évolution, mais c'est déjà arrivé. Donc, ça peut se présenter comme ça. Donc, diagnostic possible à tout âge, en présence ou en l'absence de symptômes. Puis, il y a des gens donc, qui ont une histoire familiale, mais il y a des gens qui ont une mutation nouvelle qui va être apparue. Puis, donc, à ce moment-là, ben oui, la lignée de transmission, à ce moment-là, va commencer avec la nouvelle mutation qui s'est développée. Donc, comment on confirme le diagnostic? Ben, s'il y a une histoire familiale, c'est plus facile parce qu'il y a des critères assez bien établis au niveau des nombres de kystes par échographie. Donc, une histoire de transmission, là, justement, autosomale dominante, on va revenir à ce que ça veut dire après. C'est plus facile parce qu'il y a des critères plus établis. Là où notre rôle peut être aussi important, c'est quand il y a des gens qui se présentent avec des kystes atypiques, d'un rein qui a plein de kystes, l'autre rein qui en a moins, ou pas d'histoire familiale. On a eu quand même beaucoup de gens qui sont arrivés avec sans histoire familiale. Donc, à ce moment-là, il faut chercher un petit peu plus loin puis compléter un peu plus loin les investigations. Les imageries, donc celles qu'on préconise pour un diagnostic initial, c'est vraiment l'échographie. Il y a les critères bien établis. Il n'y a pas d'irradiation associée à l'échographie. Souvent, c'est ce qui est utilisé en dépistage aussi. On va revenir un petit peu plus loin. Les scans de résonance magnétique sont plus précis, par contre, ils vont montrer beaucoup plus de petits kystes. Donc, quand il y a des doutes, si par exemple, on n'a pas le nombre de kystes nécessaires en échographie, des fois, on peut compléter par une résonance magnétique ou un scan selon le cas. Les tests génétiques, on va y revenir. Bon, on va revenir encore plus dans la partie de l'atelier génétique. Mais dans le fond, on ne va pas les utiliser souvent, mais on va les utiliser entre autres chez les gens qui n'ont pas d'histoire familiale du tout. Donc, ça va nous aider à éliminer certaines maladies et à trouver quel chemin on doit emprunter. Donc, au niveau génétique, ça va être vraiment un survol rapide parce qu'on va vraiment y revenir plus en profondeur tantôt dans l'atelier. Principalement, donc, c'est une maladie qui est autosomale dominante, donc qui se transmet à 50% des enfants. Donc, 1 sur 2, que ce soit homme ou femme, garçon ou fille. La mutation est principalement dans le gène PKD1, aussi dans le gène PKD2 à moindre pourcentage. C'est sûr que nous, dans une clinique spécialisée, on va voir beaucoup de gens aussi qui ont d'autres sortes de mutations ou qui n'ont pas de mutations du tout, qui ont été retrouvées. Ça, c'est un peu un biais parce qu'on voit aussi les gens qui ont eu de la difficulté à être diagnostiqués. Donc, mais normalement, donc, la majorité des gens vont avoir des mutations dans ces deux gènes principaux. La forme de PKD2 est moins sévère, une progression plus lente, une dialyse beaucoup plus tardive. La forme de PKD1, selon la forme, parce qu'il y a des mutations qui, là encore, vont avoir des évolutions plus lentes, un peu comme la PKD2. Donc, il y a des évolutions plus lentes, puis il y a des évolutions plus rapides aussi, selon le type de mutation, selon l'histoire familiale. Ce qui est important, c'est que dans une même famille, l'évolution est très, très, très différente. Donc, c'est sûr que oui, d'avoir quelqu'un qui a été dialysé avant 50 ans, ça donne plus de risques d'avoir une progression plus rapide, mais ce n'est pas automatique. Donc, on a des familles qui ont une progression très rapide chez une partie de la famille et l'autre partie va évoluer très lentement, puis on les voit déjà à 65, 70 ans avec très peu d'altération de la fonction rénale. Donc, il ne faut pas penser que parce que toute notre famille a eu la dialyse jeune, c'est automatique que nous, on va l'avoir. Il y a plein d'autres facteurs qui viennent jouer là-dessus, donc au niveau des autres gènes qui sont autour de la mutation. Donc, ça va beaucoup influencer l'évolution.
mais aussi des autres facteurs de protection, c'est-à-dire, on va y revenir ça aussi, mais les autres facteurs de protection qu'une personne va mettre en place. Au niveau du débit, ça vous va? Pour l'instant, c'est pas trop rapide. C'est bon, parfait. Donc, ici, on voit bien là, ce que c'est la transmission autosomal dominante parce que des fois, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à bien comprendre ou à savoir est-ce que, par exemple, je vais juste prendre le petit pointeur. Donc, monsieur ici qui est atteint, on voit les kystes sur ses reins, avec son épouse qui, par chance, n'était pas atteinte. Donc, ils ont eu des enfants. Là, pour le besoin de la diapo, c'est la moitié des enfants, mais c'est sûr que quelqu'un aurait pu avoir 4 enfants sans la maladie, 4 enfants avec la maladie ou 3 enfants qui l'ont. Donc, c'est vraiment chaque enfant lui-même a 50 de risque d'avoir la maladie. Donc, c'est pas aussi mathématique que ça. Donc, pour avoir la maladie, il faut qu'il ait l'allèle, le gène qui n'est pas normal. Donc, on va ici en orange. Donc, le petit garçon qui a eu la maladie, la petite fille l'a eu. Donc, on ne peut pas décider à l'avance, on ne sait pas quel enfant va l'avoir ou pas. Ce qui est important, c'est que les enfants qui n'ont pas la mutation ne vont pas la transmettre, la maladie, à leurs enfants. Il n'y a pas de saut là, d'un à l'autre. Donc, ça, c'est important. C'est une question qu'on a souvent. Quelqu'un n'a pas hérité du gène muté, ben, il ne peut pas transmettre le gène muté. Donc, voilà. Doit-on dépister la maladie polycystique rénale? Bien, il y a des pour, il y a des contre. Ça aussi, c'est dans la deuxième partie de l'atelier. On va revenir beaucoup là-dessus, là, les pour, les contre en détail du dépistage chez les enfants, chez la fratrie. Globalement, chez quelqu'un de la fratrie qui est adulte, donc plus que 30 ans, ça vaut la peine de dépister la maladie. Donc, souvent, on va recommander aux gens de prendre une assurance vie, puis après ça, de faire le dépistage par échographie, normalement, aux 30 ans. Pourquoi? Ben, on va revenir un peu aussi là-dessus, mais c'est sûr que de savoir qu'on a une maladie dont on peut ralentir la progression en changeant un peu nos habitudes de vie, en prenant plus soin de notre pression. Par exemple, des fois, les gens ne savent pas qu'ils sont hyper tendus. Bien là, s'ils le savent, ils vont en prendre plus soin. La maladie va évoluer moins vite. Donc, il y a quand même plusieurs avantages. Je vais peut-être avancer à l'autre diapo. Je pense qu'il y a mis sa diapo là-dessus. Oui, voilà. Donc, là encore, on va aborder ce sujet plus en détail, mais principalement, je dirais, la mise en place d'habitudes de vie bénéfiques, puis la détection et le traitement des complications et le traitement précoce. Parce que, par exemple, dans une famille où il y a une maladie qui évolue très rapidement, bien, si un enfant, un des enfants des parents sait qu'à 35 ans, il a la maladie, bien, oui, il y a des traitements de la médication selon le cas qui peut être donné pour ralentir la progression. Donc, ça vaut la peine de le savoir plus jeune. Après ça, chez les enfants, j'ai eu la question tout à l'heure de est-ce qu'on doit dépister chez les jeunes enfants. C'est un thème vraiment à part. On va y revenir un petit peu dans l'atelier de dépistage familial. Donc, en général, la réponse est non, mais il y a quand même des exceptions. Les inconvénients, parce que j'en dirais, ben oui, c'est correct, mais je vais savoir, il n'y a pas vraiment d'inconvénients à le savoir. Ben, c'est sûr que quand on n'a pas de symptômes d'une maladie, qu'on sent bien, de savoir qu'on a la maladie tout d'un coup, des fois, il peut y avoir des sentiments, toutes sortes de sentiments associés avec ça, le fait d'avoir une maladie chronique, d'avoir plus d'inquiétude, qu'est-ce qui va se passer, ça va être quoi l'évolution, est-ce que je vais avoir de la dialyse, j'en aurai pas. Donc, il y a plusieurs questions associées à ça. Est-ce que je peux le transmettre à mes enfants? Donc, il y a plein de questions qui rentrent en ligne de compte. Donc, ça donne un certain stress de savoir qu'on a une maladie chronique. Quelques impacts parfois, bon, je reviendrai. Je n'irai pas en détail cette fois-ci, mais il peut y avoir des impacts aussi dans certains cas sur le choix de carrière, par exemple, dans les forces armées ou non, donc sur les assurances. Et donc, voilà. Puis le fait de l'imagerie, bien, quand on est très, très jeune et qu'on fait une imagerie de dépistage, on n'a pas nécessairement éliminé le diagnostic, donc on reste là encore avec un certain stress. Fait qu'il y a des pour, des contre. Je pense que c'est un peu pour ça que c'est bien de rencontrer votre néphrologue, puis par exemple, même avec la fratrie, des fois, pour discuter, est-ce que je veux savoir ou je ne veux pas savoir, c'est quoi les avantages pour moi? Donc, je pense que chaque personne est différente, puis chacun a aussi des valeurs différentes, donc c'est important d'en parler. Donc, en général, le dépistage des enfants qui n'est pas obligatoire n'est pas recommandé. Cela dit, c'est sûr que des enfants qui vont développer des symptômes vont avoir effectivement une investigation.
Ben, il y a toutes sortes d'enjeux éthiques aussi, là, à ce faire des tests de dépistage, entre autres génétiques, chez des jeunes enfants qui n'ont pas vraiment donné leur consentement. Donc, c'est quand même un gros dossier de dépistage des enfants. En général, au Québec, la majorité des personnes vont dire avant 18 ans, on ne dépiste pas. On peut suivre la pression quand ils viennent dans les examens de routine, tout ça, mais on ne dépistera pas la maladie. C'est rare que les enfants aussi ont des symptômes. Il y a un certain pourcentage d'enfants qui vont avoir des symptômes avant 18 ans, mais c'est quand même très, très rare. Bon, chez les enfants, donc c'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est quand même ça, c'est important. Par contre, c'est la responsabilité des parents d'informer les enfants quand les enfants atteignent l'âge de la majorité, qu'il y a une maladie génétique dans la famille dont ils peuvent être atteints, qu'ils ont 50 de chance de risque d'être atteints. J'ai été surprise, moi, dans ma pratique jusqu'à présent là, à la clinique de maladies rénales polycystiques, de voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de familles où c'était très tabou de parler de la maladie polycystique rénale. Beaucoup de familles où la fratrie n'avait pas voulu en parler ensemble, ils n'étaient pas certains si les autres personnes étaient atteintes ou pas. Et je pense que des associations comme l'Association canadienne, la Fondation canadienne, je pense que ça peut aider aussi à parler de la maladie sans qu'il y ait autant de tabous, pouvoir partager un peu plus. C'est une maladie génétique, là, les gens n'ont pas choisi de l'avoir, donc c'est étrange quand même qu'il y ait un tabou aussi important avec cette maladie-là. Fait que je pense que c'est bien si les familles peuvent commencer à en parler aussi, tout ça, puis à être informées. Puis donc, j'espère en tout cas que ça peut aider aussi dans cette avenue-là. C'est pas facile, c'est pas des sujets faciles à aborder non plus en famille, hein. Donc, chez quelqu'un qui serait à risque, une fratrie, donc je vous dis plus que 30 ans, donc je vous disais tantôt, on va choisir surtout l'échographie. On voit là-bas, c'est des images d'échographie, donc on peut voir les reins. S'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de kystes, on va voir vraiment des grosses boules de liquide, là. Donc, par échographie, c'est vraiment très facile de diagnostiquer. Donc, les tests génétiques, c'est plus facile quand la mutation est déjà identifiée chez un membre de la famille parce que c'est quand même des gros gènes, il y a plusieurs mutations, donc c'est plus facile quand on sait quelle mutation rechercher, puis c'est la même mutation principale qui va se retrouver dans la même famille. Il peut y avoir des petites mutations autour qui vont influencer l'évolution, mais la mutation qui va donner la maladie qui va évoluer, elle est la même dans une même famille. Les tests génétiques vont être utilisés aussi parfois quand il y a un enfant qui veut donner à son parent, faire un don de rein donneur vivant dans un contexte de greffe. Donc, ça, à ce moment-là, effectivement, on va s'assurer, surtout si la personne a 28 ans, 27 ans, donc s'assurer que même si l'échographie est normale, qu'il n'y a pas la maladie génétiquement. Donc, ça va être important là, pour pas que la personne soit pénalisée ensuite. Parfait. Donc, si on arrive dans les complications de la maladie polycystique rénale, donc il y en a peut-être qui les connaissent très bien, il y en a peut-être qui ne les connaissent pas du tout. Donc, c'est une maladie qui va être associée avec donc plusieurs anomalies dans différents organes, mais la plupart des gens n'auront pas toutes ces anomalies-là en même temps, là. Donc, je veux juste vous rassurer, là, souvent les gens vont avoir une ou deux choses. Ce qui est pas mal fréquent donc chez tout le monde, donc c'est les kystes rénaux qui sont chez tout le monde, mais les kystes au niveau du foie. Ça, chez la grande, grande majorité des gens vont avoir plusieurs kystes au niveau du foie qui vont pas causer des problèmes. On va y revenir plus loin. Dans le fond, les protéines là, qui viennent de ces gènes-là sont le polycystine 1, polycystine 2, ils sont responsables de un petit peu tous les. Au niveau du rein, ils sont responsables, c'est impliqués dans la reconnaissance des cellules entre elles. Donc, comment les cellules vont se placer là, pour faire nos petits tuyaux puis faire notre architecture de rein. Puis au niveau des autres organes, c'est un peu la même chose dans les tissus de soutien, ils vont être impliqués. Donc, on en retrouve au niveau des tissus de soutien des vaisseaux artériels. Donc, c'est pour ça que ça peut être associé avec des anévrismes, par exemple, au niveau du cerveau, des atteintes au niveau des valves, mais on en retrouve aussi au niveau des tissus de soutien, au niveau de l'intestin, par exemple, des petits diverticules, c'est comme des petites poches qui vont sortir au niveau de l'intestin. Des hernies, donc là encore, un peu le tissu de soutien, là, des petites poches qui peuvent sortir au niveau du nombril, au niveau des aines. Donc, ça, en général, une personne peut avoir une chose là-dedans. Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait tout ça, là. Donc, c'est ça. En général, les gens vont avoir des fois une chose, des fois rien, des fois juste les kystes rénaux dans
plein de personnes. Mais je pense que c'est important de savoir ce qui peut être associé avec la maladie polycystique parce que si, par exemple, tout d'un coup, on a un gros mal de tête, bien, c'est important de penser que oui, il y en a des anévrismes qui sont associés avec la maladie rénale polycystique, puis au moins, si on avise rapidement les gens qui vont nous voir, bien, ils vont nous diagnostiquer et nous traiter plus vite aussi, là. Donc, voilà. Si on revient au niveau rénal, donc, il y a les douleurs, les inconforts. Au niveau des reins, c'est comme des reins qui peuvent prendre beaucoup de place. Donc, ça peut être associé avec des inconforts quand même importants, des lourdeurs. Il y a les calculs, donc les pierres au niveau des reins qui sont fréquentes. Au moins une personne sur 4 va en avoir une fois dans sa vie. Donc, après ça, les saignements de kyste, on va y revenir aussi. Les infections de kyste, le sang dans l'urine, on va revenir aussi pourquoi on peut avoir du sang dans l'urine. L'hypertension qui est chez pas mal tout le monde. Là. Ça, c'est un des premiers symptômes qu'on voit. Là, c'est les gens notent que leur pression est plus élevée. Et l'insuffisance rénale, donc qui va arriver chez tout le monde, mais à des moments différents de l'évolution de la maladie. Donc, comment ça évolue, la maladie polycystique rénale? Bien, c'est sûr que ça va peu à peu donc, au fil de la vie. Donc, on voit que la fonction rénale va être préservée très, très longtemps. Si on suit la ligne ici, les kystes se développent doucement. Puis c'est sûr que ces kystes-là vont changer un peu l'architecture du rein et donc faire que les tissus de soutien du rein vont être vont développer des cicatrices, puis donc vont faire que peu à peu, il va y avoir une moins bonne filtration au niveau des reins. Donc, on voit ici, pardon, je vais reculer. On peut voir ici, donc, dans la 50-soixantaine, chez les gens qui ont une mutation de PKD1, en général, il va y avoir un début de déclin de la fonction rénale. Chez les gens qui ont d'autres sortes de mutations, ça peut être beaucoup plus tard. La courbe va arriver plutôt vers 75-80. Donc, ça dépend. Puis même chez des gens qui ont PKD1, j'ai quelqu'un qui est rendu ici. Donc, qui n'a pas du tout évolué comme le reste de sa famille. Tant mieux. On fait tout pour ça, là. C'est le but. Sinon, voilà. Comment évaluer l'atteinte des reins? Bon, pour voir le risque de progression pour une personne donnée, étant donné que l'évolution est différente dans la famille, ce qu'on utilise, donc on utilise différentes choses. On utilise l'arrivée de complications un peu en jeune âge, donc ça va être souvent signe que l'évolution va être un petit peu plus rapide. Par exemple, des gens qui ont fait beaucoup de pierres, beaucoup d'hypertension assez jeunes, donc souvent la maladie est un petit peu plus active dans ce temps-là. Les gens qui ont des protéines dans les urines qui s'installent plus jeunes, donc souvent une progression un petit peu plus rapide. Donc, il y a lieu d'être plus actif là, dans la prévention d'essayer de ralentir encore plus. Puis l'autre chose qu'on va faire, donc, c'est de regarder au niveau de l'échographie, mais surtout du scan et de la résonance magnétique, c'est le volume des reins. Je vais revenir sur la prochaine diapo. Ici, c'est la description un peu, quand on parle d'insuffisance rénale, en médecine, on parle de stade. C'est comme ça qu'on décrit puis qu'on classe le degré d'insuffisance rénale. Fait qu'on peut voir que quand on parle d'atteinte plus modérée à sévère, on voit que c'est 30 à 45, altération sévère 15 à 30. Ici, c'est ce qu'on appelle le stade de protection rénale, c'est-à-dire que les gens vont être suivis dans des cliniques plus spécialisées avec un petit peu plus de suivi rapproché. Puis quand on parle d'insuffisance rénale plus terminale, ça ne veut pas dire que les gens sont terminaux, c'est l'insuffisance rénale qui est terminale, on va clarifier. Donc, c'est à moins de 15. Quand on parle de dialyse, c'est autour de 8 à 10 souvent. Quand on parle de greffe, on est éligible à moins de 15. Puis même don vivant, donc on prépare souvent un petit peu avant 15 là, pour le don vivant. Les symptômes associés à l'insuffisance rénale, on va en parler plus tard, mais ça n'arrive pas avant les stades 4 et 5. Là. Donc, normalement, on fait une vie avec à peu près pas de symptômes ici. Mais par contre, on peut avoir des symptômes associés aux kystes, aux pierres ou bien aux saignements. Donc là, c'est variable. Il y a des gens qui vont avoir aucun symptôme, puis arrivent en dialyse, ils n'ont jamais eu de symptômes de leur maladie. Là. On le voit quand même souvent. Puis il y a des gens qui vont avoir eu quand même des lourdeurs, des infections de kystes. Donc, c'est là encore un peu variable.
Donc, si c'est les symptômes dont je vous parlais en insuffisance rénale plus avancée, là, fatigue, essoufflement, nausées, vomissements, ça, c'est pas tout ce qu'on voit dans tous les premiers stades de la maladie. Mais oui, effectivement, quand on se rapproche un peu plus de la dialyse, on peut développer ce genre de symptômes. Ça, c'est ce qui est surveillé aussi quand vous venez au suivi médical, que ce soit avec un néphrologue. Bien, rendu à ces stades-là, c'est avec un néphrologue. Là, stade 4 et 5, on recommande que ce soit avec un néphrologue qui soit impliqué. Au premier stade de la maladie, il y a des médecins de famille qui vont être très à l'aise de faire le suivi, puis c'est très correct. Souvent, on va avoir donné comme une expertise, une consultation, on va avoir avisé de quand nous référer les gens ou quoi que ce soit. Et puis, c'est correct aussi, c'est un suivi conjoint. Là. Donc, mais à rendu au stade 4 et 5, c'est recommandé qu'il y ait un néphrologue impliqué dans l'équipe, puis qu'il y ait une équipe plus globale aussi, là, des infirmières de protection rénale, nutritionnistes, c'est travail social, donc c'est important. Donc, comment savoir si c'est une maladie qui est à risque donc, de progression rapide? Donc, d'avoir besoin de dialyse avant 40 ans, c'est rare. On en voit, j'ai même un patient qui a commencé à 35 ans, mais c'est très rare. C'est moins de 2 des gens. En général, donc, c'est avant l'âge de 70-75 ans chez la plupart des gens. Là encore, on a des gens qui ont 75, 80 et qui n'ont pas encore besoin de dialyse. Tant mieux. Sinon, donc, l'histoire familiale de dialyse précoce, comme je vous disais, ça augmente le risque, mais ce n'est pas absolu. Avoir eu des symptômes en jeune âge, avoir un volume rénal élevé, je vais vous montrer les images après, puis le type de mutation génétique. Celle qui est associée avec un peu plus de progression rapide, c'est la mutation qu'on appelle troncante. C'est le gène qui est vraiment coupé. Donc, je le dis avec des beaux mots là, pour notre conseillère en génétique, mais donc, c'est la mutation qui est associée avec un peu plus de risque de progression que d'autres mutations. Donc, le volume rénal total, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, ça se mesure avec une résonance magnétique ou un scan. Et dans le fond, on va prendre la masse totale des reins, donc le volume total des reins dans tous les angles, ça va être mesuré, puis ça va nous donner donc un volume en millilitres qu'on va rapporter à la taille des gens. Et ça va nous permettre de classer, donc pour l'âge, par exemple, un patient de 50 ans qui a des reins de volume 2500, par exemple, il va être ici dans la classe 1D. OK, donc ça, c'est une classe de progression, une classe de risque de progression. C'est important que ce soit ajusté pour la taille parce qu'on a eu plusieurs références de gens qui avaient vu un médecin qui avait fait les images, puis le médecin avait mesuré la taille des reins, mais ils n'avaient pas reporté sur la taille. Et donc, ça donnait des estimations très, très élevées, alors que quand on rapportait sur la taille, bien, les patients étaient dans des classes de progression très lentes. Donc, ça, c'est important, là, que s'assurer que c'est bien fait, que c'est bien rapporté pour la taille pour ne pas vous inquiéter pour rien aussi, là. Donc, les gens qui ont un risque de progression intermédiaire à élevé, c'est les classes 1C, 1D, 1E. Puis si on regarde sur l'autre image, bien, l'évolution rénale, elle va aller selon la classe. Donc, c'est sûr que les classes plus à risque de progresser rapidement, de baisser, ça, c'est la diminution du taux de filtration glomérulaire, donc de la filtration des reins. OK? Donc, elle va aller beaucoup plus rapidement pour des gens qui ont des reins de plus grande taille. C'est vraiment directement relié à la taille des reins. Donc, c'est souvent les gens qui vont, selon l'âge, bénéficier de traitements plus ciblés pour ralentir la progression. Pour l'instant, du moins, jusqu'à temps qu'on ait un peu plus aussi de données de recherche ou d'agents disponibles. Là. Donc, les recommandations de base pour la santé sont les mêmes, quelle que soit la maladie rénale. Maintenir une diète saine, un poids santé, faire de l'exercice, aller marcher à la marche de la Fondation canadienne de maladies rénales polycystiques, c'est tout bien. Ne pas fumer, c'est important, ou arrêter de fumer, ou prendre les moyens pour essayer d'arrêter de fumer. C'est important parce que le tabagisme directement va affecter le nombre de cicatrices qu'il y a au niveau des reins. Donc, s'il y a une chose qu'on peut changer, même si ce n'est pas facile, ça vaut vraiment, vraiment la peine pour ralentir la détérioration d'arrêter de fumer ou de chercher de l'aide pour ça. Il y a quand même beaucoup de cliniques qui offrent de l'aide pour arrêter de fumer. La consommation de caféine, c'est un peu controversé. Il y avait des études qui avaient montré que peut-être que ça accélérait la progression de la maladie rénale polycystique. Il y a une autre étude en Suisse, je crois, qui a dit on a pris une grosse cohorte de patients, on les a suivis pendant 5 ans, il n'y a pas eu aucune progression. Donc,
On dit dans la plupart des maladies rénales, de toute façon, à cause d'hypertension, de limiter quand même, de ne pas avoir un apport excessif à 10 cafés par jour, ça serait trop, mais 2 à 3, 1 à 3, c'est raisonnable. Pour l'instant, ce serait ça la recommandation, là. Il n'y a pas plus de données qui disent que ça va détériorer la fonction rénale. Maintenir une bonne hydratation, on parle en général d'environ 3 litres par jour, mais là aussi, c'est sûr que c'est un peu différent. Si on a des reins qui fonctionnent à 25 3 litres, ça peut être trop. Si on est quelqu'un qui fait des pierres à répétition, 3 litres peut être pas assez. Donc, ça dépend un peu de notre condition. C'est important d'en parler avec notre équipe pour dire, ben moi, pour moi, c'est quoi la quantité qui serait appropriée. Il y a quand même certaines évidences qui suggèrent qu'il pourrait y avoir un avantage pour supprimer l'hormone qui fait entrer l'eau dans les petits kystes, qu'on pourrait arriver à la supprimer un peu en buvant beaucoup, mais ce n'est pas du tout établi pour l'instant. C'est juste des études qui ont suggéré peut-être un avantage. Il y a de toute façon un avantage pour la santé en général et pour la prévention des pierres, qui arrive quand même chez une personne sur 4. Donc, on peut dire en général de boire 3 litres d'eau. Mais pour le ralentissement de la progression, pour l'instant, ce n'est pas clair. Éviter les anti-inflammatoires, les produits toxiques, surtout dès qu'on a une altération de la fonction rénale, c'est important. Les produits toxiques étant, par exemple, si on a des scans avec des colorants, tout ça, puis qu'on a une fonction rénale très altérée, bien là, ça vaut la peine de mentionner au médecin, bien, est-ce que vous avez fait attention à ma fonction rénale? Maintenir la pression artérielle sous contrôle, on va revenir pour les cibles, le suivi régulier. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Bon, ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire on va regarder aussi tous les facteurs de risque parce que quand je vous parlais de progression différente d'une famille à l'autre, bien, c'est sûr que quelqu'un qui aurait un surpoids important, ça met un peu plus de travail sur les reins. Cholestérol mal contrôlé, qui fume, bien, sa progression peut être plus rapide que quelqu'un d'autre dans la famille qui a d'autres habitudes de vie. Donc, ça, c'est important. Donc, quand on parle d'exercice physique, c'est environ 30 minutes d'activité par jour. Ça peut être de la marche. Ce n'est pas obligé d'être le marathon. Ça peut être plus tranquille. Ici, je vous en ai parlé. On va revenir à ça dans l'atelier nutritionnel, que je vais passer pour ça. Tabagisme, je vous en ai parlé aussi. Donc, pour les cibles de tension, il y a une étude qui s'appelle Out-PKD, donc qui a regardé un peu si on est plus, parce que normalement, les cibles là, vont être plutôt 130 sur 80 pour les gens qui ont des maladies rénales en général. Cette étude-là, regardez, bien, si on prend des gens qui sont plus jeunes, qui ont une fonction rénale encore bonne, donc plus que 60 quand on parle de DFG, c'est la filtration des reins. Donc, on parle en millilitres minutes, mais on peut aussi le représenter en genre de pourcentage parce qu'à 30 ans, on part, quand on est très jeune, on part avec 120 puis à partir de 30 ans, on perd tous un peu de fonction rénale, tout le monde. Et donc, pour l'âge, bien, c'est sûr qu'à 70 ans, on n'a pas un pourcentage attendu complètement normal. On a un pourcentage un peu plus bas. Donc, des gens qui ont une fonction rénale qui serait bonne, donc ça serait en haut de, disons, 60 à ce moment-là, qui serait plutôt dans les cibles jeunes, on pourrait viser des tensions artérielles un peu plus basses et ça pourrait ralentir la progression de la maladie rénale. Dans cette étude-là, des gens qui ont une fonction rénale plus basse, à ce moment-là, vont moins tolérer des cibles de tension trop basses. Le rein a besoin de recevoir un peu de perfusion aussi. À ce moment-là, 130 sur 85, c'est une bonne cible. Les classes de médicaments, donc il y a plusieurs classes. On l'a mis surtout pour information, là, si vous voulez retrouver vos médicaments, ce que vous prenez. Ce n'est pas exhaustif, là, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup de médicaments là-dedans, mais vous pouvez au moins placer les médicaments que vous prenez si vous en prenez dans les différentes cases. En général, la classe des IECA et des ARA, c'est les classes qui vont être utilisées dans les premiers temps parce qu'ils vont aider à diminuer les protéines dans l'urine, puis à favoriser que les reins travaillent un peu moins fort au cours de leur vie. Ça va enlever un peu de pression, disons, sur les filtres, là. Ça va ralentir la détérioration. Pas tant, comment dire, dans la maladie rénale polycystique, c'est un effet beaucoup sur l'hypertension que ces médicaments vont avoir pour ralentir la détérioration. Chez les gens qui ont des protéines, ça va aider à diminuer les protéines dans l'urine. Chez les gens qui n'ont pas de protéines et qui ont une hypertension bien contrôlée avec d'autres agents,
c'est pas si clair que ça si on a absolument besoin des médicaments de cette catégorie-là. Contrairement à d'autres maladies rénales où c'est absolument nécessaire de les avoir, par exemple en diabète ou tout ça, chez la maladie rénale polycystique, c'est pas absolu. Donc, c'est pas parce que vous ne l'avez pas là, que votre médecin n'était pas bon. Là. C'est peut-être juste parce que vous, ça ne s'appliquait pas pour vous. Mais en général, des gens qui ont des protéines dans l'urine puis qui ont une hypertension qui est mal contrôlée devraient avoir des médicaments de ces classes-là. Donc, le traitement ciblé, c'est quoi? Donc, c'est un traitement qui va agir directement sur la progression des kystes pour préserver la fonction rénale. Il y a eu beaucoup de médicaments essayés dans les dernières années qui n'ont pas montré beaucoup d'efficacité, malheureusement. Par contre, le tolvaptan est un traitement qui a été approuvé. C'est le seul qui a été approuvé pour traiter, est disponible aussi là, pour traiter la maladie polycystique rénale. Il y a d'autres études en cours avec d'autres agents. Donc, il y a quand même beaucoup de recherche qui se fait. Là. C'est vraiment encourageant. Puis, en temps fondamental aussi, là, donc, il y a de la recherche sur tous les plans qui se fait. Mais le tolvaptan, donc, est un outil qu'on a disponible depuis quelques années. Donc, c'est encourageant. Donc, qu'est-ce que c'est le tolvaptan? Donc, la vasopressine, c'est cette petite hormone-là que je vous disais tantôt là, qui fait entrer, qui pompe un peu l'eau à l'intérieur des kystes. Donc, la vasopressine va se lier au récepteur V2R et ça va limiter le volume d'urine, ça va réabsorber l'eau au niveau des reins. Ça, c'est ce que ça fait d'habitude. Puis, malheureusement, ça va aussi avoir un rôle pour faire croître les kystes en pompant aussi de l'eau, donc en réabsorbant l'eau, mais aussi en pompant l'eau à l'intérieur des kystes. Donc, le tolvaptan, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va bloquer ce récepteur-là pour empêcher la liaison de la vasopressine. Donc, oui, ça va ralentir la croissance des kystes et la progression de la maladie polycystique rénale. On dit d'environ 1% par année. Donc, ce n'est pas encore la panacée, mais c'est un outil qu'on a qui est bien. C'est sûr que si on le commence, par exemple, à 35 ans, qu'on peut penser qu'on peut ralentir pas mal l'arrivée de la dialyse. On ne va pas, en général, empêcher la survenue de l'insuffisance rénale terminale, mais on peut ralentir la détérioration pour que ça aille encore plus lentement, puis peut-être donner la chance d'avoir d'autres agents aussi qui peuvent, eux, peut-être un jour bloquer plus la maladie. L'inconvénient de bloquer donc, le récepteur V2R, pour ceux qui prennent le tolvaptan ou qui ont vu des gens qui le prenaient, c'est que oui, on diminue la réabsorption d'eau aussi par les reins et donc on va avoir beaucoup d'urine. Donc, c'est des médicaments, c'est un peu variable, mais la plupart des gens vont avoir certainement minimum 4 litres d'urine, mais il y en a qui vont avoir jusqu'à 8 litres d'urine. Donc, c'est beaucoup d'urine. Et donc, beaucoup d'urine veut dire aussi boire beaucoup d'eau. Donc, ça ne serait pas juste une petite gourde comme la mienne. Là, c'est probablement plusieurs grosses gourdes que les gens vont traîner avec eux. C'est ce qu'on voit quand les gens viennent à la clinique aussi. Ça peut être plus ou moins facile de s'habituer. J'ai des gens qui l'ont pris, qui ont trouvé que finalement, c'était pas si mal. Au travail, ils s'étaient organisés, il y avait leur eau disponible, une bouteille d'eau à côté de leur bureau. C'était facile. Pardon. D'autres patients pour qui ça a été très difficile, qui ont dû arrêter de le prendre, faire le trafic comme il y avait ce soir. C'est impossible d'y penser à cause de la toilette et tout ça. Donc, c'est variable d'une personne à l'autre. Pardon. Par ton dos, je pense que je vais prendre une dose. Donc, l'efficacité de ce médicament-là, il a été démontré dans 2 études cliniques, Tempo 3-4, si vous voulez les chercher là, sur Internet, ou Reprise. Reprise qui a évalué des patients qui avaient des fonctions rénales plus basses pour voir est-ce que ça vaut encore la peine chez des gens qui ont des fonctions rénales un peu plus basses. Ils sont allés jusqu'à 25% de filtration. Donc, les bénéfices qu'on a vus, c'est le ralentissement de la croissance du volume rénal, donc moins de kystes. Le ralentissement de la détérioration, donc je vous dis à peu près 1% par année. Puis l'amélioration des symptômes, donc les gens qui avaient moins de lourdeur au niveau de leur kyste, qui sentaient moins de tension. Donc ça, c'est ce qui avait été observé dans ces études-là. C'est important, ça ne guérit pas la maladie polycystique rénale, mais le but ici, c'est vraiment de ralentir la détérioration. Donc, c'est le premier traitement spécifique qui est approuvé au Canada. On espère que les prochaines années vont en amener plusieurs autres. On va le considérer chez des patients sélectionnés. Comme ce n'est pas si facile que ça à prendre pour tout le monde, c'est sûr qu'on va essayer de le donner dans des classes de patients qui sont plus à risque de progression rapide. Je parlais des classes tantôt, un C, un D, un E, l'histoire familiale aussi de dialyse précoce. Donc, c'est des gens, aussi des gens qui ont des hypertensions en jeune âge. Donc, c'est tous des facteurs qu'on va évaluer là, quand on va prescrire la médication.
Il y a un risque aussi de toxicité au niveau du foie avec ce médicament-là, qui est rapidement réversible dès qu'on le diagnostique puis qu'on peut arrêter le médicament. Par contre, ça nécessite des suivis quand même réguliers, là. C'est des prises de sang chaque mois, la première 1 an et demi, ensuite aux 3 mois. Donc, ça prend vraiment une implication. Ce n'est pas un médicament donc, qui est facile à prendre à cause de ça, mais ça peut fonctionner chez plusieurs personnes. Donc, ça vaut des fois la peine de l'essayer. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut aussi l'essayer et dire que ça ne fonctionne pas pour nous ou que ça ne marche pas dans les qualités de vie. Tu sais, des fois, ça peut valoir la peine de l'essayer si on n'est pas sûr aussi. Il y a quand même un enjeu de remboursement, certaines assurances privées, la RAMQ, ça peut être aussi un problème. Donc, il faut que nous, on étoffe notre demande là, avec justement là, le volume rénal, les classes de risque, la dialyse en jeune âge. Donc, c'est tous des arguments qu'on va donner pour essayer de convaincre aussi les assureurs de rembourser le médicament. Jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de problèmes pour ça, là, mais je pense qu'il faut vraiment cibler. Ce n'est pas un médicament qu'on va prendre, qu'on va donner chez tout le monde. Donc, voilà, c'est à peu près les gens chez qui on va le donner en général. Un volume rénal très élevé, histoire familiale, itération rapide aussi, des gens qui vont progresser très vite, même si leur volume rénal n'est pas si élevé au début. Ces gens-là, ça va valoir la peine d'essayer de ralentir la détérioration. Il y a aussi quand on parle d'adhérence, c'est important que dans la vie de tous les jours, les gens le prennent pour que ça soit efficace. Cela dit, en général, pas mal tout le monde a droit à des vacances, là, c'est-à-dire on va donner souvent 2 semaines l'été où les gens vont arrêter leurs médicaments, prendre des vacances. Puis ça pas, il y a une équipe qui avait regardé l'évolution de la maladie si on faisait ça, là, faire des petites vacances. Si on en fait une par année, il n'y a pas d'incidence. La progression va être quand même ralentie. Donc, on permet ça là, chez les gens pour essayer de aussi renormaliser un peu la vie. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas de risque de progression, qui a une maladie rénale, PKD2 très peu évolutive, qui a une insuffisance rénale qui est déjà très avancée. Bon, naturellement, les dialysés, les transplantés, ce n'est pas indiqué pour l'instant. Quelqu'un qui aurait une maladie hépatique, ce n'est pas indiqué à cause de la toxicité qui pourrait empirer. Donc, pas une atteinte hépatique, on ne parle pas de kyste, là, ça, c'est pas contre-indiqué, mais quelqu'un qui aurait une cirrhose pour d'autres raisons, une hépatite C ou autre chose, là. Et chez les enfants. Pour l'instant, c'est un médicament qui n'est pas approuvé chez les enfants. Puis c'est selon les préférences aussi. Des gens qui ont une maladie très progressive puis qui préfèrent mettre leurs énergies ailleurs en termes de prévention, puis se préparer pour la dialyse ou la greffe. C'est correct aussi. Il n'y a pas de jugement là-dedans. On accompagne les gens, quel que soit leur chemin, là. Donc, le fait d'uriner beaucoup, là, ça, c'est réversible à l'arrêt du traitement ou quand les gens prennent leurs vacances, là, ils ont un avion à prendre, dès qu'on arrête de le prendre, on urine plus 6 à 8 litres par jour. Donc, voilà. Donc, si on revient maintenant aux complications, là, je vous l'ai montré tantôt cette diapo-là, mais c'est pour arriver maintenant à en parler un peu plus précisément. Donc, quand on parle de symptômes, donc il peut y avoir des symptômes plus aigus, quelque chose qui arrive rapidement, donc entre autres des infections. C'est important de consulter rapidement si on a de la fièvre, qu'on a une maladie rénale polycystique, aussi si on a eu des symptômes urinaires, parce que l'infection peut être aussi située au niveau des kystes. Ça ne demande pas les mêmes antibiotiques que les infections urinaires basses. Donc, c'est important que les gens puissent rechercher cette complication-là, puis vous donner les bons antibiotiques qui vont être capables d'entrer dans les kystes. Il peut y avoir des ruptures, donc des hémorragies dans un kyste. Donc, c'est sûr que si le kyste fait une hémorragie puis qu'il est situé à cet endroit-là du rein, ben, ça peut être contenu dans le rein, mais ça va étirer la capsule, ça peut faire des douleurs aiguës assez importantes. En général, les gens vont consulter à l'urgence quand ça arrive au début parce que c'est très fort, mais il y a des gens qui vont avoir jamais ce genre de complications-là. Puis il y a des gens qui vont l'avoir où ils vont sentir des petites ruptures de kyste. Ah, c'était ça la douleur que j'ai eue, ça a duré 2-3 jours. Je pense que c'est important de savoir que ça peut exister parce que ça aussi, ça enlève un certain stress de savoir que ça peut nous arriver, ces choses-là. Puis, on sait ce que c'est aussi. Fait que s'il n'y a pas de fièvre, qu'on a une douleur, que ça prend 2-3 jours, que ça s'en va, ça peut être une rupture de kyste. Si le kyste, il est proche des voies urinaires, ça, c'est les voies urinaires ici, puis il se déverse dans les voies urinaires, bien, le sang, on peut le voir dans l'urine. Donc, on peut voir des urines rouges. On demande la première fois que ça arrive de consulter parce que c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas autre chose. Les gens ont le droit d'avoir d'autres problèmes aussi, mais souvent, il y a des gens qui vont faire
plusieurs fois ça, puis vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'aller tout le temps consulter pour ça. On va faire des plans ensemble là, pour qu'est-ce que je fais si ça arrive. Il y a les pierres aussi au rein qui peuvent faire des douleurs plus aiguës. Puis des douleurs plus chroniques, bien ça, c'est juste le fait d'avoir les kystes. Il y a des gens qui vont avoir aucune douleur, mais chez les femmes, les kystes du foie peuvent être plus sensibles. Ça, ils jouent beaucoup avec les hormones. Donc, ça peut faire des genres de lourdeurs. Des fois, ça peut comprimer un peu l'estomac, faire que la digestion est un petit peu plus difficile. Là encore, c'est pas du tout le monde que ça. Bien, c'est juste des choses qui peuvent arriver. Donc, si on sait que ça peut arriver puis que ça nous arrive, on peut au moins se dire, ah, je vais demander à mon médecin qui cherche un peu de ce côté-là. Donc, pour les douleurs chroniques, la prise en charge, il ne faut pas hésiter à en parler. Il y a plein de prises en charge différentes. Je ne vais pas entrer en détail. Pour les pierres, donc, il y a surtout des pierres d'acide urique et d'oxalate de calcium, contrairement à la plupart des autres maladies qui c'est plus des pierres de calcium. C'est souvent quand il y a un bas volume d'urine ou quand il y a un manque de citrate. C'est comme une petite substance qui empêche les cristaux de se coller. Donc, c'est pour ça qu'on dit boire beaucoup, parce que les petits cristaux ne peuvent pas se coller ensemble. Si quelqu'un boit beaucoup, ils vont être séparés dans l'urine. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de garder les urines claires, là, donc de boire beaucoup. Donc, ça se présente avec de la douleur, du sang, ou des fois, c'est juste, on le voit à l'image. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement? Là, les habitudes de vie, on va revenir au niveau nutritionnel, boire beaucoup. Il y a des traitements spécifiques aussi si on a des pierres. Pour les kystes au foie, donc la plupart des gens vont en avoir, mais il n'y a pas tant de gens qui vont être symptomatiques. C'est souvent plus les femmes, comme je vous disais, à cause des hormones. Dans les grossesses, s'il y a de la prise d'estrogène aussi, les kystes peuvent augmenter un peu. Ça va surtout être des douleurs. En général, on va rarement se rendre à tout ce qui est ponction, chirurgie. Au niveau des médications, il y avait l'octreotide qui avait été essayé, qui fonctionne parfois pour certaines personnes qui ont des kystes très importants. Donc, ça aussi, là, c'est d'en parler avec votre médecin si c'est le cas. Pour vous. Les anévrismes intracrâniens, bien, ce qui est important à savoir, c'est que s'il y en a dans votre famille, c'est important qu'on puisse faire un dépistage chez vous parce que s'il y a un anévrisme qui est là, bien, on peut aller intervenir dessus, le clipper avant qu'il y ait des complications, des saignements ou quoi que ce soit, s'il est assez gros pour ça. C'est important aussi, si on a une maladie rénale polycystique, qu'on ne sait pas si dans la famille il y en a ou pas, mais qu'on a mal à la tête de façon importante, mal de tête subie, d'aller consulter à l'urgence puis de mentionner qu'on a la maladie rénale polycystique pour que les gens puissent rechercher cette complication-là. Quand c'est recherché rapidement, on peut intervenir rapidement puis ça laisse beaucoup moins de complications. Donc, je vais passer quand même plus vite sur la dernière partie parce qu'il me reste moins de temps, puis je pense que c'est une partie qui est bien abordée aussi dans d'autres forums, là, entre autres avec la Fondation canadienne du rein, si vous allez sur leur site Internet, c'est les modalités de remplacement rénal une fois que les reins ne fonctionnent plus. Donc, quelles sont les possibilités, les dialyses péritonéales, dialyses à domicile, hémodialyse ensemble. C'est important, je pense, quand on voit que les reins sont rendus plus lents, en bas de 30 de se questionner sur ces modalités-là, parce que des modalités sont différentes selon chaque personne, selon les valeurs, selon votre rythme de vie, puis c'est possible d'adapter la dialyse au mode de vie de chacun. Donc, c'est important d'en parler un peu à l'avance aussi pour se préparer. Plus on est préparé, plus on est capable aussi de ralentir les choses. Donc, ça, je pense que c'est important. Là. Plus on est informé, plus on prévient. Pour la greffe, la même chose. C'est important d'en parler, les amis, la famille. Bon, c'est pas obligé d'être dans la famille proche. Ça peut être aussi des gens plus éloignés. Donc, quand on est rendu aussi là, en bas de 20 c'est important de commencer à parler de ces choses-là. Ce n'est pas des façons faciles, mais des fois, juste de dire mon médecin m'a demandé de commencer à parler un peu de greffe. Ça peut être des façons, des fois, d'ouvrir le sujet. Puis là, des gens disent ah oui, moi, j'aimerais ça donner si jamais ça. C'est important que ça ne soit pas tabou. Puis on peut vous aider aussi des fois, à amorcer la discussion avec la famille quand c'est plus difficile. Bon. Je vais passer aussi un peu là-dessus. C'est les modes de dialyse.
Donc, pour la greffe, là encore, donc c'est sûr que la greffe reste la meilleure option si on peut être greffé. On serait une meilleure survie, une meilleure qualité de vie, c'est sûr, avec la prise de médicaments au long terme, mais donc une possibilité de revenir à un mode de vie un petit peu plus normal. Oui, à la fin, je vais ouvrir une période de questions. Oui, juste pour qu'on puisse conclure. Il ne reste pas beaucoup dans la présentation, puis je vais ouvrir pour les questions après. Puis on pourra revenir sur certaines diapos que je passe plus rapidement s'il y a vraiment des questions par rapport à ça. Ça me fait plaisir. Là. Oups. Donc, mes tests indiquent que je suis atteinte de maladie rénale polycystique. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, comment interpréter les tests? Donc, on a revu un petit peu ce sujet-là, l'information sur la maladie, les stades de la maladie, donc les taux de fibrillation glomérulaire, le volume rénal, à quoi ça sert? Est-ce que la famille doit se faire dépister? Bon, le risque pour les enfants de transmission. Qu'est-ce que je peux faire pour préserver la santé? Habitudes de vie saine, le traitement de la tension artérielle, du cholestérol, le tolvaptan pour certaines personnes qui ont une progression plus rapide. Les autres problèmes à prendre en compte, discuter du dépistage des anévrismes intracrâniens, est-ce que ça s'applique à nous? Est-ce qu'il y en a dans la famille? Est-ce qu'on a un travail à risque? On est conducteur d'autobus, puis c'est important qu'on n'ait pas un accident sur la route. Donc, plein de choses à prendre en compte. Les kystes au niveau du foie, les douleurs chroniques, comment on peut être aidé pour ça. Les complications psychologiques aussi de la maladie, comment vivre avec une maladie chronique. C'est toutes des choses qui peuvent être abordées. Qu'est-ce qu'on fait en insuffisance rénale avancée? Bon, là, on l'a survolé très rapidement, mais donc un peu la dialyse, la greffe, on peut y revenir aux besoins. Juste pour mentionner qu'il y a des grosses équipes qui accompagnent là, les familles qui ont des maladies rénales polycystiques. Donc, n'hésitez pas à contacter n'importe qui dans cette équipe-là. Là. Pas juste votre médecin, mais même ça peut être la nutritionniste, votre médecin de famille, le pharmacien, le travailleur social. Tout le monde est là pour vous aider. Le futur de la maladie polycystique rénale. Donc, il y a beaucoup quand même de recherche qui se fait actuellement. Donc, en recherche, il y a différentes phases là, de recherche. Donc, les phases exploratoires au début, ensuite, donc les premiers essais cliniques avec des patients, puis ensuite, donc, quand on a complété tout ce processus-là, c'est là qu'on a l'approbation des gouvernements pour être utilisé en clinique. Donc, actuellement, donc, bon, le tolvaptan avait réussi. Là, il est à l'étude chez d'autres gens qui ont d'autres sortes de mutations que les mutations rapides. Il y a d'autres traitements qui sont en étude aussi actuellement. Alors, voilà, je vous remercie. Je vais ouvrir pour les questions. C'est des questions. Vous aviez une question, monsieur? Merci. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que la greffe rénale, c'est la meilleure solution ou il y a d'autres solutions qui donnent le même résultat? Bien, c'est-à-dire que quand on a des reins qui sont en bas de 15 c'est la meilleure solution si c'est notre choix. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui ont d'autres problèmes de santé, des cancers, d'autres maladies, qui trouvent que leur qualité de vie est moins bonne, puis qui vont choisir des traitements plus conservateurs, puis c'est correct. Là. En général, les cliniques de protection rénale, il y a un volet dialyse, il y a un volet préparation à la greffe, puis il y a un volet aussi discussion sur les traitements plus conservateurs. Souvent, ça va être abordé plus avec des gens qui ont d'autres comorbidités ou avec des gens plus âgés, mais c'est vraiment des choix là, que chacun fait. Mais oui, c'est l'option qui offre une meilleure survie chez la plupart des gens avec une filtration de moins que 15 Merci. Surtout la greffe à don vivant, encore mieux que la greffe de don décédé parce qu'elle dure plus longtemps avec des meilleurs reins, mais les deux greffes sont meilleures en survie. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai deux petites questions. Merci énormément pour votre présentation. C'était très compréhensive et en fait, il nous avait beaucoup informé. La première, à propos des mutations, en fait, vous avez mentionné les deux, le PKD 1 et 2. Il y a sûrement des cas où les deux mutations se présentent en même temps. J'imagine qu'ils accélèrent en fait la progression de la maladie. Et il devrait y avoir aussi, j'imagine, des mutations ancillaires ainsi que des effets épigénétiques. Pouvez-vous en mentionner quelques-uns? C'est la première question. Oui. Deuxième question, en fait. Malheureusement, en fait,
les maladies polycystiques rénales, en fait, présentent la même symptôme que les autres maladies rénales, tout ce qui est lié avec l'insuffisance rénale. Euh, Quelles sont les façons, en fait, de faire une, diagnos- un diagnostic différentiel précoce dans la plupart des cas? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de cas où on ne soupçonne pas que c'est la maladie polycystique rénale. Est-ce qu'il y a une façon d'accélérer le diagnostic différentiel dans certains cas? Parfait. Merci. Bon, donc, la première question, c'était concernant les mutations. Donc, j'ai survolé rapidement parce que l'atelier qui suit, il y a un des ateliers qui est sur la partie plus génétique, là. Mais oui, il y a plusieurs autres gènes qui peuvent être mutés. Il peut y avoir des associations de mutations. Il peut y avoir PKD1 avec PKD2, mais avec plein d'autres gènes mutés autour. On va en parler si ça vous intéresse, ce sujet particulièrement. Vous pouvez venir dans cette partie-là de l'atelier. Et donc, oui, ça va influencer. Parfois oui, parfois non, parce qu'il y a certaines mutations dont on ne sait pas vraiment si elles vont influencer la progression. Il y a certaines mutations qui, oui, clairement, ont été associées avec des risques de progression plus marqués. Donc, c'est sûr que si elles se combinent ensemble, il va y avoir une progression plus rapide. Mais il y a des mutations qu'on va trouver, puis on ne sait pas vraiment quoi en faire parce que, bon, ça, on commence aussi à faire les recherches plus de génétique, mais pour l'instant, il y a certaines mutations donc, qui n'ont pas été rapportées avec des évolutions rapides. C'est juste des fois des petits changements au niveau du gène. On n'est pas sûr si ça va accélérer ou pas la progression. Donc oui, vous avez raison. Là. Puis c'est souvent aussi, c'est qu'il n'y a pas juste, il y a les gènes principaux, mais il y a plein, comme vous parliez d'épigénétisme, mais il y a plein de petits changements de gènes autour, un petit environnement de changements de gènes qui peuvent influencer la progression. Puis ça, bien, c'est beaucoup plus dur à doser comme tel. Actuellement, le panneau qui se fait, bien, on va en reparler dans l'atelier, mais c'est un panneau précis avec un nombre de gènes limité. Fait que c'est sûr que des fois, on n'en trouve pas de mutation dans ces gènes-là limités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que ce n'est pas dans ceux qu'on a dosés, on en dose quand même plusieurs. Ou des fois, on va trouver aussi de plus en plus certains variants là, non déterminés, n'ont pas été rapportés encore. Donc là, on ne sait pas exactement quoi en faire. Et vous avez raison, dans ce sens-là, il reste parfois une incertitude. La deuxième question concernant les kystes et le diagnostic différentiel, dans le fond, qu'est-ce qui est dû à la maladie rénale polycystique ou d'autres maladies rénales? Bien, vous avez raison qu'il y a des kystes dans d'autres maladies rénales. En fait, la plupart des insuffisances rénales avancées les patients vont développer certains kystes rénaux. Par contre, ce qui est propre à la maladie rénale polycystique, c'est la taille des reins. Donc, c'est des kystes qui vont s'associer avec une taille des reins augmentée. Puis ça, c'est particulier à la maladie rénale polykystique. Différentes mutations, différents gènes, là encore, mais on ne va pas retrouver ça, par exemple, chez quelqu'un qui a une maladie due à l'hypertension seulement. Il peut avoir quelques petits kystes, mais il n'aura pas des reins de grande taille. Les reins vont avoir tendance, au contraire, avec le temps, à diminuer de taille. Donc, la taille des reins est autour de, mettons, 11-12, 10-12. Donc, les reins vont être peut-être à 9 ou ils vont avoir 10 minutes de taille. Donc, il y a quand même des arguments qui peuvent aller avec ça. L'autre chose, c'est les atteintes des autres organes. S'il y a des kystes au niveau du foie, au niveau du pancréas, ça va vraiment plus signer une maladie rénale polykystique ou d'autres maladies, mais qui vont être dues à des composants plus génétiques. Excusez-moi, beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une relation directe entre la dialyse et le cardio? C'est-à-dire, si quelqu'un il fait beaucoup de dialyse, est-ce qu'il devient plus faible à des problèmes cardiologiques? En fait, ce n'est pas la dialyse qui cause des problèmes de cœur, c'est vraiment l'insuffisance rénale avancée qui va s'associer avec plus de maladies cardiaques, entre autres parce qu'il y a un peu plus de déséquilibre il y a plein de facteurs, mais entre autres, il y a des déséquilibres dans le contrôle du calcium, l'équilibre du calcium de la parathyroïde qui vont arriver vraiment plus tard en insuffisance rénale. Puis ça va aider à calcifier un peu les artères. Donc, il y a plus de calcification avec l'insuffisance rénale qui avance. Donc, souvent, l'hypertension qui va être aussi là depuis plus d'années, donc va avoir fait un petit peu plus de dommages. Il peut y avoir d'autres maladies associées aussi, le cholestérol. Des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir des maladies combinées, le diabète ou d'autres maladies. On voit souvent des gens qui ont quand même un diabète aussi, qui n'est pas lié à la maladie rénale polycystique, mais qui va venir ajouter au problème cardiaque. Fait que c'est pas la dialyse comme telle, mais oui, les gens disent des fois, j'ai peur de commencer la dialyse parce que j'ai vu quelqu'un qui est mort en dialyse de maladie cardiaque.
mais ce n'est pas la dialyse qui fait ça. Donc, c'est sûr qu'idéalement, on va rétablir une fonction rénale plus normale avec la greffe. Donc, diminuer un petit peu, avoir un peu plus de contrôle sur tout ce qui est calcium, tout ce qui est phosphore, tout ce qui est potassium, tout ce qui est hypertension. Mais c'est ça, avec la dialyse, on offre quand même une qualité de vie qui est quand même correcte. Ce n'est pas facile la dialyse, mais je pense que ça donne une qualité de vie correcte, mais ça ne remplace pas à 100% les reins, comme par exemple une greffe peut faire à 90%, on va remplacer la fonction des reins. Il y avait d'autres questions? Ça va? Parfait. À ce moment-là, je vais peut-être donner une petite pause. Juste une petite question. Ah, pardon. Juste une petite question. Oui, allez-y. Vous avez dit qu'il y a deux genres de dialyse. Dialyse à domicile, dialyse au centre. C'est quoi la différence entre les deux? Et est-ce que la dialyse à domicile, c'est vraiment vous recommandez ou est-ce que c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'on Ouais. peut faire de dialyse à domicile ou ça dépend le genre de maladie? Ça dépend. Ouais. En fait, c'est sûr que quelqu'un qui est autonome va souvent choisir des modalités plus autonomes pour essayer justement de préserver la qualité de vie, le travail, etc. Donc, dans les modalités autonomes, si on prend juste la diapo que j'ai sauté un peu vite tantôt, je m'en excuse. Les deux modalités de dialyse principales, c'est l'hémodialyse. Qui peut se faire en centre hospitalier, en clinique externe de dialyse ou à la maison. Donc, c'est une machine comme ça. Donc, on a une fistule au niveau du bras, on peut faire nos traitements à la maison. Les horaires sont variables. Surtout les gens qui le font à domicile, ça peut être du 4 jours semaine, 3 jours semaine, 5 nuits semaine. C'est très, très, très variable. Mais donc, c'est une modalité qui peut exister à la maison, qui demande une formation, qui demande d'apprivoiser comment la machine fonctionne, apprendre à expliquer aussi pour mettre nos aiguilles pour faire le traitement de dialyse, qui demande aussi un petit peu de modification du domicile, mais qui est une bonne technique là, pour le domicile, qui se fait en centre hospitalier aussi, donc comme je disais. Puis, l'autre technique, c'est la dialyse péritonéale, qui est une très bonne technique de dialyse aussi. À ce moment-là, on va utiliser notre membrane naturelle qui est le péritoine au niveau de notre ventre qui va servir de filtre. Donc, au lieu d'utiliser un filtre externe comme dans l'hémodialyse, les dialyses par le sang, donc là, on va utiliser notre membrane qu'on a dans notre ventre, notre péritoine. Puis à ce moment-là, donc, on va mettre une solution de dialyse dans notre ventre, on va le remplir. Puis cette solution-là va, à travers notre péritoine, aller attirer les déchets qui sont dans notre sang. Puis les déchets vont aller dans le liquide. Puis ensuite, on va vider ce liquide-là dans un sac. Donc, le liquide, naturellement, on ne reste pas connecté tout le temps à ces sacs-là. Ça ne serait pas une bonne qualité de vie. Donc, on met le liquide dans notre ventre, on ferme notre cathéter, on va travailler, chercher nos enfants à l'école. Et après ça, quand on revient à la maison, donc, on fait un autre échange. Il y a certaines fois aussi où la dialyse peut se faire avec une petite machine la nuit qui va rentrer, sortir le liquide de dialysa de notre ventre. Donc, c'est des techniques autonomes très intéressantes. La dialyse péritonéale, c'est particulièrement intéressant dans les premiers stades d'insuffisance rénale avancée. Quand on urine encore beaucoup, c'est une technique qui va aider à préserver un peu la fonction rénale qui reste. Puis ensuite, donc, l'hémodialyse, qui est une très bonne technique aussi. Là, donc, je ne sais pas si ça répond un peu plus à la question. Que vous aviez une question, non? Parfait. À ce moment-là, je vous donnerais peut-être un 8-10 minutes de pause si les gens veulent aller se prendre quelque chose à manger, peut-être aller à la salle de bain. Puis ensuite, on se séparait.